Et moi qui espérais qu'on n'en entendrait plus jamais parler. L'épisode se poursuit alors que Mendoza ait pris la main dans le sac après avoir tenté de piquer la pyramide de Mu. Et ça met pas Ambrosius très en joie, faut dire ce qu'il est, il est assez énervé, tandis que il part du principe que ce serait peut-être un traître Mendoza, et j'ai le sentiment que l'épisode essaye sérieusement de faire croire ça aux spectateurs aussi. Ne serait-ce que par rapport à la petite réunion qu'il a eue avec Zarès à un moment donné, et quelques éléments qu'on verra plus tard, et je trouve ça tellement pas crédible. Oui, bien sûr, Mendoza est un traître, évidemment qu'il a des bonnes raisons, mais il ne veut pas en parler. Pour une raison pour l'instant qui m'échappe, j'espère qu'elle sera bonne, j'espère qu'on donnera une bonne raison à pourquoi il ne veut pas en parler aux enfants, pas juste parce qu'Ambrosius est là. Ah non, je vais pas dire ça, Ambrosius, oui je pense que t'en es à un stade où tu pourrais un petit peu confier ce genre de choses aux enfants, surtout si tu as des doutes sur Ambrosius, et que à ce stade-là, ce que tu vas faire, c'est les laisser seuls avec Ambrosius, sans qu'ils puissent te faire réellement confiance. Tu vois, donc, j'espère que tu as une bonne raison, Mendoza, de ne pas leur dire exactement pourquoi tu soupçonnes particulièrement Ambrosius. Mais bon, Sancho et Pedro finissent par se faire repérer de façon pas très subtile, évidemment. Ils essayent de se barrer et ils y arrivent en faisant une belle chute de 20 mètres de la nef, sans avoir la moindre séquelle, évidemment, évidemment. Et j'aime bien la petite réplique d'Ambrosius à ce moment-là. Ne nous occupons pas de ces deux boulets. Ça fait plaisir à nouveau d'entendre d'autres personnes que moi les traiter de ce que je les traite depuis le début. Pendant que tout le monde s'affaire sur Sancho et Pedro, donc il y a Mendoza qui arrive à convaincre rapidement Esteban de le libérer, même s'il peut pas lui expliquer pourquoi. Et on sent vraiment quelque chose d'assez fort, d'un peu conflictuel chez Esteban, qui est du genre à faire vachement confiance à Mendoza. C'est un peu son mentor. C'est genre ce qui se rapproche le plus d'un père dans ce qu'il a connu. Bien entendu, son père, il l'a juste connu quoi, à quelques heures, et ils ont pas vraiment eu le temps de se rapprocher. Donc il y a un truc assez fort là-dedans avec Esteban, qui n'a pas du tout envie de soupçonner Mendoza, malgré le fait que tout semble le pointer tout de suite. Donc c'était un très bon moment où il le laisse partir parce qu'il n'arrive pas à se résigner, à l'accabler, à le soupçonner. C'est très bon ça. Il y a un autre moment très bon avec Ambrosius qui essaye vraiment de contenir le fait qu'il est super vénère tout de suite. Ça lui fait pas du tout plaisir qu'il ait laissé s'échapper Mendoza, mais il essaye quand même de rester la personne joviale qu'il affiche auprès des enfants. On sent vraiment qu'il cache quelque chose. Et à nouveau, j'aime bien le personnage d'Ambrosius par rapport à ça. Donc ouais, maintenant c'est nos quatre personnages, nos trois enfants et Ambrosius, qui doivent partir à l'aventure en essayant de s'associer le moins possible de Mendoza. Et donc avant de partir, ils ont droit à des vêtements chauds de la part des locaux, et qui leur confient aussi le chien. Vous serez accompagné par le chien des neiges maintenant. Il peut tout faire ce chien, voilà. C'est aussi un chien des neiges. Et donc apparemment ils en ont plus rien à branler que le temple soit gardé. Semblerait-il en tout cas. Ils partent direction la montagne enneigée, au début en nef, mais à cause des tempêtes de neige, ils peuvent pas aller beaucoup plus loin, donc ils sont obligés de faire le reste à pied. Et en chemin, alors qu'il y a un moment plutôt sympathique où nos trois enfants s'amusent à se lancer des boules de neige, c'est amusant de les voir découvrir la neige, ce que c'est, même si on a toujours cette tendance un peu lourdingue à faire passer majoritairement Tao pour un guignol à ce niveau-là. On aurait pu se calmer un petit peu sur ça, cela dit, c'est très sympa de les voir s'amuser comme des enfants, mais ça dure pas très longtemps puisque Zia est pris accidentellement dans une crevasse. Et c'est très chanceux pour eux parce que d'une part, ça leur permet de s'abriter d'une avalanche qui approche, ça c'est de la chance, et aussi personne n'est blessé un tant soit peu en ayant fait cette longue chute, parce que mine de rien, ouais, ça c'est un truc. Apparemment, les personnages sont super résistants et peuvent supporter une chute de quelques dizaines de mètres, mais sans problème. Alors que n'importe quel être humain normal, il aurait au moins quelque chose de cassé, vous voyez. Non, rien. Ok. Tout va très bien, on est juste un petit peu sonné, et puis la vie continue.
Et c'est là que, dans cette espèce de grotte souterraine glacée, il découvre un Olmec congelé. Comme ça. J'adore le truc, c'est un gros coup de chatte, hein. On est bien d'accord, c'est un gros coup de chatte qui soit tombé dans cette crevasse, et ce gros coup de chatte les a amenés vers un Olmec. Et donc il y a un moment, je sais pas ce qui se passe dans la tête d'Esteban à ce moment-là, mais il dit que peut-être que ce serait un ancêtre du peuple de Mu. Je sais pas d'où il sort cette connerie-là, mais à quel moment hein, on a un tant soit peu indiqué ça dans le dans la saison 1 que c'était une possibilité. J'en sais rien, mais voilà, il balance ça comme ça. Et ça me fait dire, en fin de compte, ouais, les commentaires que j'ai lus qui ont dit qu'en fait les Olmecs seraient des descendants du peuple Atlante. Ben, en fait, ils ont dû se référer à cette saison 2 et peut-être à la saison 3 où on découvrira véritablement les ancêtres des Olmecs. Parce que, à nouveau, quoi, j'ai lu des commentaires lorsque je critiquais la saison 1, à la fin de la saison 1, que les Olmecs seraient des descendants des Atlantes. Et je comprenais pas d'où ça sortait, ça, parce que c'était pas particulièrement précisé. Mais j'imagine que ça vient de ça. Dans ces futures saisons, ça aurait été précisé, donc on m'a bien spoilé. Merci merci de m'avoir spoilé. Ouais. Donc je sais, désormais, je suis quasi certain que les Olmecs vont réavoir une importance. Je suis content. Et ouais, donc, néanmoins, il y a quand même un côté super chanceux de leur part, parce que c'est pas juste un Olmec sur lequel il tombe, il a également une espèce de petite tablette qui indique des endroits précis dans le monde, et ça n'a pas précisé, mais je suis quasi certain que c'est les emplacements des 7 cités d'or. Je veux dire quoi, il y a cette espèce de point lumineux qui indique notre emplacement, et il y a cet endroit ce point lumineux qui indique le Japon. Ah, ça veut dire qu'on va pas tarder à voir le Japon, peut-être dans la saison 3, ça ne me surprendrait pas. Et donc, ouais, ça a clairement l'air d'être une carte qui indique les emplacements des 7 cités d'or. Alors que je sais pas, ils n'avaient pas quelque chose d'aussi précis, les Olmecs, dans la fin de la saison 1. Enfin, j'en sais rien, il y a pas mal de choses qui ont l'air un peu faciles, balancées comme ça, par rapport aux connaissances des Olmecs dans ce passage, qui je sens seront reprises plus tard, et qui risquent d'être pas super raccord avec son avis des Olmecs. Après, je le redis, je suis vraiment pas fan du peuple Olmec. Le principe de base, je suis pas contre, mais cette espèce de trucs exagérés sur leur technologie, leur aptitude de mutant, j'ai trouvé ça complètement excessif et ridicule à de nombreux moments, j'en ai déjà parlé. Et donc le fait qu'on les remette dans l'intrigue, ça m'enchante pas particulièrement, je vous le cache pas. Enfin bref, ils finissent par être sauvés de leur caverne par une corde qui a été envoyée par Xianli. Si vous vous souvenez pas, Xianli, c'est le moine qu'on avait vu dans la partie, le petit arc sur les moines Shaolin, qui avait dit qu'il allait rejoindre Esteban et ses compagnons pour les aider, pour leur apprendre ce qu'il a su de la prophétie qu'il a lue. Parce qu'il ne pouvait pas leur dire tout de suite quand c'est arrivé. Donc, je ne sais pas exactement comment il a réussi à le retrouver précisément, parce que j'en sais rien. Je sais que dans l'arc des moines Shaolin, il a été mentionné l'Himalaya, donc c'est l'endroit où il se trouve. Par contre, ça n'avait rien à voir avec le livre qu'il a traduit. Mais est-ce qu'il a fait le lien? Ah, ça doit se trouver en Himalaya. Il n'a pas pu suivre le grand Condor en marchant, c'est évident. Donc, ouais, il a dû se douter que l'Himalaya devait être leur endroit final, et c'est pour ça qu'il s'y rend. Je sais pas, c'est pas super clair la façon dont il l'a trouvé, et c'est pas le pire qui soit, hein, je veux dire, il y a un début de logique à voir là-dedans, mais j'aurais pas été contre qu'ils expliquaient un peu mieux ce qu'il a poussé à aller dans ces eaux-là, ce qui lui a permis de retrouver leurs traces. Mais c'est pas expliqué, et le sentiment que ça sera pas du tout vu ce qui se passe dans l'épisode. C'est donc là qu'il prévient nos enfants sur quelques petits compléments sur la prophétie qu'il a lue, et le seul complément qu'il apporte réellement, c'est que, en fin de compte, cette prophétie a dit qu'il y aurait un traître dans vos rangs, quelqu'un à qui vous accordez toute votre confiance et qui vous poignardera dans le dos. Et
D'une part, ça, j'ai pas souvenir une seule seconde que ça a été évoqué un temps soit peu. Il parlait de danger de mort à un moment donné, à la fin de l'arc Shaolin, mais j'ai pas souvenir une seule seconde qui précisait un traître. Donc voilà, ça sort de nulle part. Et surtout, je trouve ça un peu dommage parce que ça gâche la surprise. Je me doutais bien qu'Ambrosius cachait quelque chose. Vraiment, hein, qu'il n'était pas tout blanc, qu'il n'était pas tout aussi gentil, qu'il le laisse entrevoir. Mais j'étais pas sûr non plus qu'il allait être un traître, un gros méchant, qui allait les poignarder dans le dos non plus. J'étais pas sûr de ça. Mais maintenant, vous me donnez la confirmation. Parce que c'est évident que le traître en question, c'est Ambrosius. Ça peut être personne d'autre. Vous voulez pas me dire que c'est, je sais pas, Sancho? Oh, en fin de compte, j'ai fait croire que j'étais un gros bégayeur, mais je suis un génie du mal et je vais vous trahir. Mais Sancho, on était amis depuis tout ce temps, comment tu peux me faire ça? Ah, ce n'était qu'une ruse pour te faire croire ça, Pedro. En réalité, je suis très intelligent et méchant. Ça n'arrivera pas, hein, c'est clair et net que c'est Ambrosius. Donc oui, ça me gêne. Ça me gêne que vous me dévoiliez ça maintenant, alors que j'aurais pu avoir la surprise. Et honnêtement, vu comme c'est mis en scène, vous n'êtes pas super subtil. Ou alors vous faites faire une fausse piste, vachement, vachement crédible sur le coup. Mais enfin bon, ils poursuivent leur voyage et en chemin ils tombent sur, je sais pas comment décrire ça, un grand gouffre avec des piliers qui ressortent. Est-ce que ça existe vraiment, ce genre d'endroit? Non mais sérieusement, j'ai vu ce genre d'endroit dans énormément de films. Vous savez, c'est grand gouffre avec seulement des piliers de terre qui ressortent. Donc la seule façon de passer, c'est de sauter d'un à l'autre pour aller de l'autre côté. Et je me suis toujours posé la question, mais est-ce qu'il y a vraiment des endroits sur Terre qui sont comme ça? Ah, parce que le documentaire dit rien à ce niveau-là, hein, c'est pour ça que je pose la question. J'en sais rien, pour moi c'est un peu facile. Et puis, je sais pas, moi, à la place de ces personnes-là, j'essaierai de contourner, parce que je me doute quand même que ce gouffre, il s'étend pas indéfiniment, hein, à un moment donné il s'arrête et on doit pouvoir le contourner. Mais non, 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 allez, on le traverse, on saute les petites plateformes une à une et en tombant pas dans le vide. Et donc tout le monde passe, Esteban avec plus de difficultés parce qu'il a toujours son vertige. À nouveau, on donne de l'importance à son vertige quand il faut. Je sais pas, c'est vraiment bizarre pour moi de remettre en avant ce vertige d'Esteban qui, dans l'absolu, n'apporte pas grand chose à part une espèce de suspense un peu artificiel. Mais bon, ils arrivent à tous passer, sauf le chien. Et ils se disent, vas-y, saute! Ok, les gars, c'est pas aussi simple pour lui. Et c'est là que Xianli décide, ok, je vais l'aider, j'y retourne. Il commence à passer, à ressauter du bon côté. Et c'est là qu'une grosse tempête de neige arrive. Et que Ambrosius dit aux enfants, allez vous cacher, je vais les aider. Ce qui n'est pas du tout suspect, hein. Et alors, c'est ça le truc avec cette scène, on sent qu'ils essaient de la mettre en scène de façon à ce qu'on soit pas sûr à 100% qu'Ambrosius fait l'enfoiré tout de suite. Parce que voilà, il commence à sauter de plateforme en plateforme, et alors que la tempête s'intensifie et qu'il ne voit plus grand chose, Ambrosius dit « Attendez, je vais vous éclairer » en balançant une de ses fioles, et on voit pas ce qui se passe en fait. On voit juste le point de vue d'Ambrosius, qui a une expression un peu méchante, mais pas non plus ultra démoniaque ou quoi que ce soit. Et après, plus tard, on fait un petit bond dans le temps en montrant qu'ils sont plus là. Et, et donc, ça essaye de faire une espèce de suspense. Est-ce que Ambrosius a réellement essayé de les éclairer, ou est-ce qu'il a balancé une espèce de bombe incendiaire ou quoi que ce soit pour les aider à tomber, en fait? Et j'en sais rien. Je respecterais beaucoup cette saison 2 et si Ambrosius n'était pas un traître finalement, ce qui m'étonnerait énormément, genre énormément. Là si c'est pas un traître, Ambrosius, je vous applaudis, hein. Et si en fait c'est autre chose, très bien, mais ça me surprendrait énormément. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que ouais, il se comporte de façon un petit peu énervé à l'arrivée de Xian Li. On sent qu'il contient un petit peu un espèce de dédain
envers lui parce que on sent que ça le gêne un peu qu'il soit là pour une raison X. Mais j'imagine que ce sera moins facile de travailler les enfants s'il est là, c'est pour ça. Je sais pas, hein, c'est l'idée que je me fais pour l'instant. Donc ouais, Xian Li et le chien ne sont pas passés. Il essaye de les rassurer, Ambrosius, en disant c'est bon, il a peut-être rebroussé chemin et il s'est mis à l'abri avec le chien. Rassurez-vous, ils sont sans doute pas morts. Et je suis sûr qu'ils sont pas morts. En tout cas, le chien, ça m'étonnerait qu'il l'ait tué. Hein, quoi. C'est une série pour enfants, ils oseraient pas aller jusque-là. Hein. Ça me surprendrait beaucoup qu'ils soient morts. Hein. Ils vont sans doute réapparaître d'une façon ou d'une autre, et c'est peut-être à ce moment-là que la supercherie d'Ambrosius sera dévoilée. Dévoilée entre guillemets, parce que sérieusement, hein, à nouveau, je vous applaudirai si en fin de compte Ambrosius n'est pas un sale traître, mais ça me surprendrait, mais genre, énormément, quoi. Enfin bref, après avoir un petit peu pleuré cette disparition-là, hein, sachant que bon, ils essaient quand même d'être positifs, ils continuent leur chemin, en arrivant à une espèce de symbole qui lui, par-dessous la glace, dans un endroit donc avec un lac, avec de la glace au-dessus, je sais jamais comment on dit ça, lac gelé. Et alors ils essayent un petit peu d'avancer, et c'est là que Esteban, à cause du fait que le coin est un peu précaire, fait tomber le dragon d'or dans l'eau glacée. Et on se dit, oh zut, il s'est perdu, mais non, c'était la chose à faire. Donc, gros coup de chat aussi, hein, ça c'est l'épisode des gros coups de chat, faut dire ce qu'il est. C'était la chose à faire, de faire tomber le dragon d'or dans le lac, parce que ça réveille un dragon d'or beaucoup plus grand, qui correspond un peu à ce qu'on voyait dans le générique, cette espèce de grand dragon d'or qui est leur équivalent du grand condor, hein, cette fois c'est le grand dragon, qui donc les accueille, qui est imposant, hein, donc un dragon chinois, hein, donc c'est pas tout à fait le dragon comme on le voit en Europe. Et donc voilà, il monte dessus, Estebanezia, parce que les talismans les appellent, et le dragon décolle, et c'est là que ça se termine. C'était correct, j'ai pas trop aimé le fait qu'on dévoile comme ça qu'il y avait forcément un traître dans le groupe, et ce qui me fait dire que c'est forcément Ambrosius, c'est que on essaye de poser légèrement des soupçons sur Mendoza. Voilà, donc tout le monde dit, ah c'est forcément Mendoza, après ce qu'il nous a fait. C'est pour ça que je me dis, ouais, ça serait surprenant qu'on nous fasse une espèce de pseudo-double surprise. Ah ah, vous croyez que c'est Mendoza, en fait c'est Ambrosius. Ah ah, vous croyez que c'est Ambrosius, en fait non, c'est quelqu'un d'autre. En fait, c'est Pichou, le traître. Je suis pas fan du fait qu'on insinue que les Olmecs vont réavoir une importance, hein, je vous le cache pas. Mais malgré ça, il y a quand même pas mal de bons moments. De moments assez forts qui sont assez prenants à suivre, que ce soit avec les enfants qui découvrent un peu tout ça. Pas mal de moments de tension assez sympathiques. Le début est très fort. Par rapport aux soupçons sur Mendoza et ce qui tiraille Esteban, c'était cool. Il y a pas mal de bons moments dans cet épisode pour pas que ce soit mauvais, un tant soit peu, malgré les voix sur lesquelles ils sont partis qui me déplaisent légèrement. Néanmoins, c'est pas sensationnel à cause de ces voix qui prennent pour moi. Cela étant, ça allait correctement et on verra ce qui se passe par la suite. À bientôt pour l'épisode 24. Bye.